Dans cette vidéo, on va venir voir le plan de Donald Trump. Et oui, et si pendant tout ce temps, on pointait du doigt Trump en mode ouais, c'est un protectionnisme un peu impulsif, il met des droits de douane dans tous les sens, il sait pas ce qu'il fait, il a pas de plan précis. Eh les gars, ça se trouve, on se trompe tous depuis le début et ça se trouve, il a un giga plan derrière la tête et c'est ce qu'on va venir voir dans cette vidéo. Donc attachez bien vos ceintures, mesdames, messieurs, et je vais vous embarquer dans les coulisses de la guerre commerciale et voir ce qui s'y cache réellement derrière. J'ai rien d'autre à dire pour cette intro, juste pense à t'abonner, c'est cool. Mais avant toute chose, les amis, pour comprendre le plan de Donald Trump, il faut remonter dans le temps et essayer de poser un vrai contexte pour comprendre comment le dollar a pu dominer le monde sur les dernières années. Et on repart au 15 août 1971 lorsque le président Nixon met fin à la convertibilité du dollar vers l'or. En gros, le dollar n'est plus du tout adossé à l'or. Mais alors pourquoi est-ce majeur? Parce qu'à partir de là, les États-Unis pouvaient émettre, donc créer du dollar à partir de rien. En fait, ils n'avaient aucune contrainte de réserve d'or. Ils n'avaient pas à avoir plus d'or dans les réserves des banques pour créer plus de dollars. Ils pouvaient créer du dollar vraiment à partir de rien. Et c'est ce que le général de Gaulle appelait déjà à l'époque le privilège exorbitant du dollar, parce que ça leur coûtait que quelques centimes aux États-Unis pour imprimer un billet de 100 $, alors qu'il faut 100 $ de biens réels à un pays étranger pour l'obtenir. Et si vous voulez réellement comprendre à quel point c'est parti en couille cette année-là, 1971, allez sur le site whatthefuckhappened-in-1971.com et amusez-vous à regarder les graphiques. Vous comprendrez que exactement tout ce qui a lieu à l'heure actuelle dans le monde est dû à cette décision du 15 août 1971 de Nixon. C'est de la folie pure et dure. Si aujourd'hui il y a plus d'enfants par famille, c'est à cause de cette date. Si aujourd'hui il y a tout ce qui s'est passé sur Terre, c'est en partie à cause de 1971. Et c'est de la folie. Donc cette période-là a marqué la fin de l'étalon or du dollar. Simplement. Mais dans les années 70, donc très peu de temps après, en 1974, il va y avoir ce qu'on appelle le pétrodollar. Et je pense que vous en avez tous entendu déjà parler. Pour que le dollar reste incontournable à l'échelle mondiale, vous avez Washington qui a passé un deal avec l'Arabie Saoudite, à Riyad, et qui se sont dit, les frères, si vous avez besoin de protection, les États-Unis peuvent s'en charger. Mais nous, ce qu'on attend de vous en échange, c'est que tout le pétrole que vous vendez partout dans le monde, vous le vendiez en dollars. Et du coup, en 1974, l'accord du pétrodollar est signé. Et tout le pétrole mondial est vendu en dollars. Et là, ça paraît être juste un deal comme ça anodin. Les gars, c'est des dates qui ont changé à tout jamais le cours de l'histoire de l'économie mondiale et qui fait qu'aujourd'hui, on en est là où on est, qu'aujourd'hui, ces pays-là, enfin, même la France, l'Occident de façon générale, ont le train de vie qu'on a. Toutes ces décisions-là ont un impact sur la vie qu'on a connue. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est que forcément, vous allez avoir tout le monde entier qui a besoin de pétrole. Pour ta station essence, là, t'as besoin de pétrole. Donc tout le monde entier a besoin de pétrole, et la traduction c'est quoi? C'est tout le monde entier a besoin d'avoir du dollar pour acheter du pétrole. Et là je pense que vous avez compris que du coup le dollar coule à foison et le pétrole devient le moteur de la mondialisation à cette époque-là, et c'est juste c'est un pari gagné pour les États-Unis, et ils se mettent à imprimer des quantités de dollars à foison. Et à partir de ce moment, le système est bien ficelé et très clair, le dollar devient la monnaie mondiale parce qu'on ne l'utilise pas que pour le pétrole, on l'utilise pour échanger toutes les matières premières, tous les biens et services dans le monde, tous les échanges de la mondialisation, du coup dans le monde, s'échangent en dollars. Et à ce moment-là, vous avez compris que tous les pays se battent pour détenir du dollar, toutes les banques centrales stockent et échangent et achètent du dollar à foison, et ça permet à tous les Américains, citoyens américains classiques, d'avoir un train de vie légèrement au-dessus de ce qu'ils devraient en réalité avoir, parce que ce même dollar qui est utilisé pour tous ces échanges-là, c'est le dollar que eux-mêmes impriment en banque. Et ce système-là du dollar roi, les États-Unis, vous avez bien compris qu'ils y tiennent, parce qu'ils y ont tout intérêt, et ils sont prêts à utiliser la force si quelqu'un les dérange. Il y a plein d'exemples frappants comme pendant les années 2000 quand Saddam Hussein a dit bon finalement moi le pétrole je vais plus l'échanger en dollars, je vais l'échanger en euros. Voilà, Saddam Hussein s'est fait renverser, vous connaissez la fameuse guerre entre les États-Unis et l'Irak, elle part d'ici, et dans les années 2000 on a vu le régime de Saddam Hussein se faire renverser. Ou même plus récemment l'exemple avec Kadhafi qui a voulu créer le
dinars or, faire une monnaie en dinars avec tous les pays d'Afrique, etc. pour commencer à échanger dans une autre devise que le dollar. Vous connaissez la suite. Donc en fait, sur ces 50 dernières années, l'ordre économique mondial ne fonctionne que grâce à un deal, c'est utiliser le dollar. Nous, les États-Unis d'Amérique, on s'occupe d'assurer la liquidité du dollar, on s'occupe de la sécurité avec des bases navales, des flottes, enfin bref, toutes leurs conneries militaires pour protéger les voies commerciales, etc. Et en même temps, les États-Unis continuent d'imprimer des dollars à foison et de faire tourner la planche à billets. C'est un deal favorable aux US, quoi, t'as compris. Et là, vous êtes en train de me dire, mais Romain, pourquoi tu nous expliques l'histoire du dollar depuis tout à l'heure? Les gars, ce contexte-là que je viens de poser en quelques minutes est hyper important pour comprendre le plan de Donald Trump. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, le plan de Trump, oh, crypto, Bitcoin, il aime trop ça. Les gars, de base, c'est un président des États-Unis, c'est un businessman. Son pays, c'est les États-Unis. Les cryptos, c'est secondaire. Il faut s'enlever de la tête que la priorité de Trump, c'est les cryptos. C'est secondaire. Il y a d'abord les États-Unis à faire marcher, et ensuite, on s'occupera des cryptos. Il faut comprendre ce contexte-là pour comprendre la suite. Donc avec tout ce contexte-là, vous avez compris que les États-Unis ont un certain pouvoir, et un économiste a appelé ça le déficit sans larmes. Le déficit sans larmes, c'est quoi? C'est simplement une capacité qu'ont les États-Unis à avoir du déficit sans que ça les impacte réellement. Je t'explique. Lorsqu'un pays lambda a un déficit commercial, budgétaire, etc., forcément, il voit sa monnaie dévaluer, une inflation de fou, les taux d'intérêt qui grimpent en flèche, enfin bref, c'est la merde économiquement dans son pays. Les États-Unis, eux, c'est pas trop le cas. Ils peuvent se permettre d'avoir un gros déficit budgétaire, commercial, etc. Mais ils ne vont pas connaître un effondrement de leur économie, étant donné que vous avez tous les pays du monde qui se battent pour avoir du dollar. Vous avez toutes les banques centrales mondiales qui achètent les bons du trésor US à tour de bras. Donc en fait, même si économiquement les États-Unis ont un déficit, ils vont pas le ressentir parce que tous les pays qui achètent du dollar, tous les échanges mondiaux de dollars, tous les bons du trésor achetés par les banques centrales mondiales, en fait ça paye le train de vie des Américains. Et eux, ils le ressentent pas. Donc ils ont la capacité d'avoir un déficit sans larmes. Et donc pour que tout ce cirque-là, tout ce système du dollar dure, c'était simple, fallait juste pas qu'il y ait d'autres économies qui commencent à échanger dans d'autres monnaies. Et vous l'avez vu avec Kadhafi et Saddam Hussein, donc tant que tous les échanges se font en dollars, on est bon les gars. Et aujourd'hui, 88% des échanges mondiaux se font soit en dollars, soit en euros. Donc en fait, ça profite à l'Occident. Et si l'Europe se met dans le jeu des États-Unis, forcément les États-Unis vont protéger ou du moins conforter le statut de l'Europe. Les avantager quoi, bref, vous avez compris. Et grâce à toute cette mascarade, l'Américain moyen, il a pu consommer bien plus que ce que son pays produisait, étant donné que les États-Unis, ils vont importer des tonnes et des tonnes de marchandises, que ce soit des biens, du textile, de l'automobile, enfin bref, ils importent tout. Pourquoi? Parce que tout se fait en dollars. Donc au final, ils s'en foutent, ils perdent rien. Et si la planche à billets commence à chauffer, parce que oui, on imprime des quantités immenses de dollars, forcément, donc à un moment donné, sa valeur, elle peut diminuer. À ce moment-là, pas de souci, les gars. On rappelle juste à l'ordre via le FMI. Donc en fait, les États-Unis ont tout gagné dans ce deal-là. Et pendant ce temps, vous avez tous les autres pays du monde qui, au lieu d'investir dans leur propre monnaie, sur leur propre pays ou quoi que ce soit, ils vont tous aller acheter, accumuler du dollar. Bref, voilà, c'est le système monétaire international, je viens de vous le faire en une vidéo YouTube, là, comme ça. Donc en fait, c'est juste un transfert de richesse subtile. Vous avez des étrangers qui travaillent, qui vont exporter des produits aux États-Unis en échange d'un billet vert, que ce soit du papier vert ou un billet vert sur l'écran. Tout le monde se bat pour obtenir du dollar. Et le grand gagnant, vous savez déjà qui c'est. Et si tout ce système-là était obsolète? Voilà, on est en 2025, les gars, faut se réveiller. Au final, on s'est rendu compte que ça a creusé forcément les inégalités entre tous les autres pays du monde et les États-Unis qui émettent le dollar. Ça également, ça dépend trop de la confiance, parce que tout le monde a confiance envers les États-Unis et pour l'instant, eux, ils font que imprimer du dollar parce que ça leur coûte rien. Donc au final, ça dévalue la monnaie, tout le monde se bat pour une monnaie qui commence à perdre de sa valeur parce que ça profite aux États-Unis. Enfin bref, ça dépend énormément de la confiance envers les US et il y a un monde où tous les pays du monde, ils vont se retourner contre le dollar. Et tout ce système-là, ça a fait que les États-Unis ont totalement délaissé toute leur base industrielle. Pour rappel, les US c'était Ford, etc. Enfin bref, ont connu un pic en termes d'industrialité. Et en fait, c'était plus le cas parce que c'était beaucoup trop facile d'importer, vu qu'on importait dans le dollar et que ça nous profitait à nous, les États-Unis. Donc en fait, les États-Unis se sont mis à plus produire. Vous avez vu toutes les usines, même les usines Tesla, je crois que c'est en Chine ou une connerie comme ça. Donc en fait, tout ce qui est fait n'est plus fait aux États-Unis. Il n'y a plus de Made in US. Et ce système-là, tourné autour du
dollar qui est trop fort, etc., et ben il commence à devenir obsolète petit à petit. Et c'est là que Donald Trump intervient. Et là, vous commencez à capter le plan. Et du coup, Trump, il arrive en mode America First. America First contre l'économie mondiale, du dollar, etc. Bref, lui, il est arrivé, il a dit, bon les gars, tout ce qui s'est passé avant, je m'en sépare, il faut avancer, on n'est pas là pour s'occuper des problèmes de tous les pays du monde, je veux m'occuper des problèmes de l'Amérique. Donc Trump, il coupe court à toute la doctrine liée au dollar roi, etc. Et il se dit, non les gars, ça y est, moi je veux m'occuper des problèmes des États-Unis, quitte à ce que ce soit contraignant pour nos alliés historiques. Donc là, vous avez tout le cœur du plan de Donald Trump, c'est utiliser les droits de douane comme une arme pour reprendre le contrôle fiscal, économique au niveau national. Voilà, Trump, il veut reprendre le contrôle fiscal et économique aux États-Unis. Selon lui, toute cette période du dollar roi a, entre guillemets, affaibli les US, toute la valeur, le savoir-faire qu'avaient les US a disparu parce que tout le monde commençait à importer aux US. En fait, il veut remettre toutes les choses à plat, il veut que les US commencent à refaire ce qu'ils savent faire, il veut créer des emplois aux États-Unis. Comment? En forçant toutes les grosses usines à se relocaliser aux États-Unis. Et je vous parlais de reprendre le contrôle fiscal par les droits de douane, donc l'une des bases de Donald Trump. Comment ça se fait? En fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, vous avez quasiment toutes les grosses usines qui sont dans des pays étrangers où la main-d'œuvre est pas chère, que ce soit la Chine, le Cambodge, Taïwan, etc. Enfin bref, toutes les entreprises, elles produisent dans les usines où c'est pas cher, dans ces pays-là. Et en fait, elles vendent principalement aux États-Unis, en Occident, etc. Mais les États-Unis ne touchent même pas d'impôts sur ça, étant donné que les sociétés, elles ont des coûts qui sont très réduits vu qu'elles produisent en Chine, et les profits, elles les encaissent en Irlande ou dans des pays où il n'y a pas trop de fiscalisation et d'impôts. Donc au final, les US, eux, c'est juste des acheteurs de tous ces produits-là, ils achètent, mais l'État, il touche rien dessus, les gars. Et du coup, Trump, il s'est dit, si je commence à mettre des droits de douane à 25% là-dessus, je vais gratter, moi, les États-Unis, une partie de tous les produits qui sont achetés par les Américains, je le mets dans la poche et ça revient au trésor américain. Donc ça réduirait la marge de toutes ces multinationales-là qui profitent du système en allant se baser dans des pays où la main-d'œuvre est pas chère et en allant tirer leur profit dans des pays où il n'y a pas d'imposition. Et là, Trump, il se dit, non, ce jeu-là, c'est fini. L'Amérique va manger sur toutes ces transactions-là qui sont faites aux États-Unis. Et ce modèle-là, qui s'appelle modèle plateforme, ça a été, dans les années 2000, le top du top, que ce soit dans la tech, la pharma, la mode, le luxe, enfin bref, dans énormément d'industries, c'est un modèle qu'on a vu se faire. C'est comme Meta, Google, etc. qui font la propagande de l'Europe, mais ils sont en Irlande. C'est comme Starbucks qui fait payer des redevances intra-groupe pour siphonner justement tous ces bénéfices dans des pays où il n'y a pas de fiscalité. Donc en fait, tout ce jeu-là des multinationales qui brassent des sommes colossales, Trump veut une part du gâteau, parce que toutes ces transactions-là se font majoritairement dans son pays, et c'est entre guillemets normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir banaliser ce truc de plateforme là où tu pouvais te mettre dans des pays où tu produis pour rien du tout et que tu vas retirer tes bénéfices dans des pays où t'as pas d'imposition. Au final, les grands gagnants c'était les multinationales et Trump il fait plus de ça. Et là vous comprenez pourquoi les droits de douane vont changer la donne. Les droits de douane c'est simplement normalement des taxes sur des produits étrangers, mais pour Trump c'est beaucoup plus profond. C'est vraiment un moyen de pression sur tout ce qui est économique et fiscal. Parce que, allez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, Audi, admettons, a ses usines en Allemagne. Audi, tous les véhicules qu'elle importe aux États-Unis, pour l'instant, elle paye des droits de, je crois, c'est 10% actuellement, mais ils vont monter jusqu'à 25%. Et forcément, la marge d'Audi, aujourd'hui, elle est plus faible, et s'il y a des droits de douane de 25%, et ces 25%-là, ça va taper dans la marge du constructeur, donc Audi, qui va perdre 25% de marge. Donc en fait, il n'y a pas tellement de choix pour toutes ces usines-là, toutes ces entreprises-là, c'est soit elles acceptent de faire moins de marge, soit, pour faire autant de marge, elles vont se délocaliser, mettre leurs usines aux États-Unis, comme ça au moins il n'y a pas d'import, c'est fabriqué aux États-Unis, c'est vendu aux États-Unis, il n'y a pas de taxes. Donc les multinationales à ce moment-là pourraient garder ces 25% de marge de bénéfices qu'elles se faisaient, si elles délocalisent aux États-Unis, elles n'ont plus à les payer. Et ça c'est bien pour les États-Unis parce que ça va créer de l'emploi là-bas, ça va stimuler l'économie américaine, et ça c'est tout le pari de Donald Trump. Mettre une pression sur toutes les multinationales pour qu'elles viennent
se délocaliser aux États-Unis pour que ça crée de la main-d'œuvre et que ça stimule l'économie américaine. Ça s'appelle de la réindustrialisation par la contrainte fiscale. C'est le plan de Donald Trump. Et en faisant ça, Donald Trump va capturer toute la valeur perdue pour les États-Unis parce qu'encore une fois, tous ces produits, biens, services, etc. sont vendus principalement en Occident, aux États-Unis, aux Américains. Et à ce moment-là, au lieu que l'argent des multinationales retourne en Irlande, l'argent des multinationales sera taxé par le fisc américain. Voilà. Et du coup, si on met en place tous ces tarifs douaniers à 25% par-ci, par-là, à gauche, à droite, que les sociétés viennent se délocaliser, produire, faire aux États-Unis, tant mieux pour les États-Unis. Et si ça se fait pas aux États-Unis, tant mieux pour les États-Unis, parce que ça baissera juste la marge de ces multinationales et les États-Unis prendront leur billet dessus, donc ça leur va. Et grâce à ces tarifs douaniers, toute la marge exceptionnelle, colossale que se prenaient les multinationales, elle sera captée par le fisc américain et plus par les multinationales à Dublin. Donc c'est fini la fête pour toutes ces multinationales. Trump il a dit les frères, c'est simple, c'est soit vous venez vous produisez aux États-Unis, soit vous payez vos impôts aux États-Unis, ou soit vous payez des frais de douane à l'entrée. En fait c'est totalement normal. Ce qui est en train de se passer c'est normal, et quand vous regardez les médias aujourd'hui, il y a tout le monde qui pointe du doigt Trump en disant t'es con, tu sais pas ce que t'es en train de faire, tu fais n'importe quoi. En fait il veut juste remettre les pendules à l'heure, simplement, parce qu'aujourd'hui les multinationales, les gars, elles n'avaient quasiment aucune barrière à l'entrée. En fait on rentrait dans du capitalisme pur et dur à 3000%. Et encore une fois, attention, je dis pas qu'il n'y aura pas de conséquences ou quoi que ce soit, forcément qu'il y aura des conséquences pour les Américains, et c'est eux qui vont prendre cher dans un premier temps. C'est que tout ce qu'ils vont acheter, si c'est une voiture par exemple qui vient d'Allemagne, forcément elle va coûter plus cher, vu que la société logiquement elle va monter ses prix pour garder sa marge. Donc en fait les Américains là à court terme ils vont connaître des turbulences de dingue, étant donné que la majorité des produits, des biens qu'ils ont dans leur pays sont importés à l'étranger, et maintenant avec ces tarifs douaniers forcément qu'il y a un risque que tous ces prix là commencent à augmenter petit à petit, et ça viendra taper dans le portefeuille de qui? Des citoyens américains. Et Trump justement avait dit c'est aux multinationales d'accepter de marger moins, et c'est aussi aux citoyens américains de se dire ok je vais payer un peu plus cher, et cet argent là c'est les tarifs douaniers, et c'est de l'argent qui contribuera à stimuler l'économie de mon pays. Donc le plan de Donald Trump c'est juste un pari très risqué sur court terme. On voyait que ça fait des turbulences dans tous les sens, mais c'est un pari risqué, et si il y croit, et si ça marche à long terme, forcément que ce sera bénéfique pour les États-Unis, et que ça lavera un peu toutes les conneries qui ont été faites à cause du dollar roi qui contrôlait tout dans le monde. Enfin bref, c'était un peu malsain. Aujourd'hui ça devient beaucoup plus tranquille. Aujourd'hui les États-Unis doivent quand même se refaire par rapport à leur déficit commercial et budgétaire, parce que oui ils ont des dettes à rembourser, ils le sentent pas, mais Trump veut faire de ça la priorité, veut faire de l'économie américaine une priorité, et pas faire semblant de rien voir, pas faire semblant de pas s'occuper de la dette, du déficit commercial, etc. Parce que en vrai de vrai ça allait pas impacter les Américains, je vous le dis, tous les pays du monde ils payent en dollars, etc. Mais sauf que un jour ou l'autre, si personne s'occupait de régler le déficit commercial et économique et budgétaire des États-Unis, si personne ne le faisait, un jour ou l'autre, si les BRICS par exemple commençaient à échanger dans une autre monnaie, si ça commence à se dédollariser vraiment, les États-Unis allaient sombrer, mais complet. Du coup ce que Trump est en train de faire, c'est un peu être avant-gardiste, un peu faire un pari fou, mais essayer de faire bouger les choses pour que les États-Unis puissent ne plus totalement dépendre de toutes les importations et commencer à avoir de la vraie valeur dans leur pays. Donc économiquement c'est hyper intelligent de la part de Donald Trump, il faut savoir le comprendre, et encore une fois c'est pour ça que je vous ai fait tout un contexte, une mise en contexte avec ce qui se passait avec le dollar, etc. Mais dans le fond, c'est pas une idée à la con les gars, c'est juste que forcément ça va créer des turbulences à court terme et que ça va paniquer dans tous les sens, mais à long terme pour les États-Unis, je pense que c'est Trump qui est passé par là les gars, et si c'était, enfin bref, il y a que Trump qui aurait pu faire ça, pas un autre. Les autres je pense qu'ils auraient profité du statut du dollar pour faire genre le déficit commercial budgétaire, on le voit pas, ça touche pas les Américains de toute façon, c'est les autres pays qui vont payer pour nous. Mais au final, ça aurait pu être un plus gros risque pour les US. Donc voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça bouscule les marchés financiers à court terme, oui, certes. Mais à long terme, je pense que ce sera que bénéfique pour les US. Donc voilà pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez compris réellement tout le plan en tête de Trump. Il y a beaucoup de gens qui ont paniqué hier à l'ouverture des marchés, le Black Monday, etc. Pour ma part, je pense toujours autant que je reste sur mes trucs. Je parle pour la crypto. Je pense que toute cette guerre commerciale, de toute façon, elle peut qu'être bénéfique pour les crypto-monnaies qui peuvent justement être la nouvelle révolution des échanges mondiaux, parce que même les États-Unis veulent entre guillemets ne plus
abuser du statut du dollar comme monnaie d'échange mondiale, et peut-être que à terme ça deviendra le Bitcoin, les stablecoins ou que sais-je. Donc je pense que les cryptos auront leur coup à jouer par rapport à tout ça. Et je voulais vous parler d'ailleurs du paradoxe du plan de Trump. Trump, il veut entre guillemets dégonfler toute la bulle des actions, des valorisations des sociétés qui sont beaucoup trop hautes pour les rendre beaucoup plus réalistes, parce que Trump veut rendre beaucoup plus sexy et veut attirer les investisseurs vers les obligations d'État américaines. Pourquoi? Parce que je pense que vous le savez, Trump a une dette colossale à rembourser. Enfin, Trump, les États-Unis doivent rembourser une dette colossale, et pour ce faire, ils ont besoin que les investisseurs achètent des obligations du trésor américain plutôt que des actions de sociétés tech surgonflées, etc. Parce que vous êtes censé le savoir, si les investisseurs investissent dans les obligations d'État, ça refinance la dette. Donc en fait, c'est comme s'ils achetaient une partie de la dette, et du coup, Trump aurait moins de dettes à rembourser. C'est un peu toute la guerre silencieuse qui est en train de se passer, et Trump, pour refinancer pareil cette dette-là, il pousse également la Fed, donc Jérôme Powell, à baisser les taux d'intérêt également. Donc là, c'est toute la seconde partie, la guerre froide, discrète, parallèle qui est en train de se passer derrière la grosse guerre commerciale qui est vachement médiatisée. Mais le but de Trump, c'est essayer de faire en sorte que le déficit commercial des États-Unis baisse et que la dette des États-Unis baisse, et pour ça, il utilise tous les moyens qu'il peut. Et c'est là qu'il y a un petit souci dans le plan de Trump, c'est que tout ça crée des turbulences sur les marchés financiers, et faut pas oublier que les retraités américains, c'est pas comme en France, il n'y a pas une caisse sociale où il y a tout l'argent de l'État qui est redistribué à tout le monde. Non, aux États-Unis, les retraites des gens, ou même les épargnes des gens, c'est généralement placé sur la bourse américaine. Donc en fait, les gens sont juste en train de voir à l'heure actuelle leur épargne, leur retraite fondre vraiment sous leurs yeux. Là, ça a fondu, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça a eu l'ouverture des marchés cette semaine. Les citoyens américains ont vu tout l'argent, tu vois, t'imagines, t'as travaillé toute ta vie, t'as mis de côté, t'as cotisé, etc. Tout ça, c'est placé sur la bourse, et tu vois tout qui part là sous tes yeux. Donc forcément, ça met un coup à tous les citoyens américains. Et c'est là que ça devient un casse-tête, le plan de Trump. C'est que tu veux d'un côté relocaliser toutes les sociétés aux États-Unis, d'un autre côté taxer les importations, d'un autre côté tu veux essayer de créer du travail, de la main-d'œuvre et de la valeur dans ton pays. Tu veux rapatrier la production, tu veux faire baisser les marges des multinationales. Bref, tu veux tout ça, et en même temps, tu veux rendre les obligations d'État des États-Unis sexy et pas faire plonger Wall Street. C'est quasiment mission impossible, les gars. Faut soit sacrifier l'un, soit l'autre. Mais peut-être, et espérons qu'il y arrivera, en tout cas, s'il y a bien une personne qui devait essayer de remettre tous les compteurs à zéro et essayer de repartir dans le bon chemin, quoi, pour les US, c'était Trump. Et du coup, il a tenté, quoi. Donc voilà, les amis, pour cette grosse vidéo. Je l'ai bien travaillé, la vidéo, beaucoup de recherches dans tous les sens, etc. Dites-moi si ça vous a plu, ce genre de format. En tout cas, moi, ça me régale. Tu pourras partager ça au moins à ton pote qui pensait que Trump, il faisait des choses au hasard. Non, les gars, on parle de la Maison Blanche, du président des États-Unis, du mec le plus puissant sur Terre, donc forcément qu'il y a des conseillers dans tous les sens et qui prennent des vraies décisions avec des vrais plans derrière. Maintenant, c'est un pari qui est risqué, oui, il y aura des turbulences à court terme, oui, mais sur long terme, forcément que ça pourrait être que bénéfique pour les États-Unis et pour l'économie mondiale de façon générale, donc pour nos marchés financiers également. Donc voilà pour cette vidéo, les amis. Encore une fois, n'hésitez pas, pour tous ceux qui veulent commencer à trader les crypto-monnaies, vous avez le lien de mon Telegram en description dans la vidéo. Vous pouvez me rejoindre là-bas. Là-bas, je vous donne les idées de trade, que je vous partage tout ça gratuitement, publiquement. Et j'ai également mon groupe privé sur lequel je vais partager beaucoup plus de choses. Et le groupe privé, pour le rejoindre, il faudra créer un compte du coup sur BitGet avec mon lien affilié dans la description également. Et à partir de là, vous pourrez directement rejoindre le groupe privé dans lequel je partage tout ce que je fais, tout, mais vraiment tout. Sur le groupe public, je partage, je connais des petits trucs et tout, mais dans le groupe privé, là, on va un level au-dessus. Donc voilà, les amis, je vous attends de l'autre côté. Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre, à regarder les vidéos, liker, commenter, partager. C'était Roro pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bisous à tous. Ciao.